Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège d'accueillir Madame Doumbia Mama Koité. Madame Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi pour avoir pensé à moi. Madame Doumbia n'est plus à présenter. Nous allons quand même, de manière sommaire, donner quelques éléments. Nous savons que vous êtes syndicaliste. J'ai été syndicaliste. Que vous avez été syndicaliste. Pendant 30 ans. Que vous êtes inspectrice. Vous avez été inspectrice de la jeunesse et des sports. Oui. Que vous êtes surtout et avant tout une battante pour la cause féminine. Vous êtes aujourd'hui la présidente de la plateforme des femmes leaders. Vous êtes également la présidente du conseil d'administration des fonds des victimes au niveau de la Cour pénale internationale. Vous avez été au préalable présidente du réseau Femnet, qui est un réseau régional des femmes africaines. Vous avez aussi été vice-présidente de ECOSOC, qui est une branche de l'Union africaine. Et vous avez reçu des prix à travers le monde, notamment le prix des 1000 femmes battantes, le prix Nobel, et le prix Minerva, qui vous a été donné en Italie. Et vous êtes aussi membre du réseau Égalité Hommes-Femmes de l'EIF. Entre autres choses, il y a beaucoup d'éléments, mais ça c'était vraiment de manière sommaire. Maintenant, nous voudrions savoir, quel est déjà le rôle des femmes en période de crise? Et avant cela, déjà, qu'est-ce qu'une période de crise? Et ce rôle-là, quand est-ce qu'on considère que les femmes sont victimes? Quand est-ce qu'on considère que les femmes sont actrices? Je voudrais qu'on commence déjà peut-être par cela. Merci Hassan pour m'avoir invité sur ce plateau, justement pour parler un peu de la situation de la femme dans les conflits et en période de crise. Vous savez, les crises, c'est des moments où il y a des différends, c'est-à-dire autour des choses. Telles que les questions de gouvernance, les questions d'accès, des questions liées au post-conflit, plutôt aux violences pendant les élections, l'accès aux ressources, etc. Il y a beaucoup de causes qui sont liées au conflit. Mais de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que les femmes sont les plus grandes victimes de ces conflits qui se font sur le continent et qui s'est fait au Mali depuis 2012. Les femmes n'étaient pas impliquées dans les conflits. Les femmes n'étaient même pas touchées directement, peut-être indirectement, mais pas directement par le conflit. Nous avons connu beaucoup de conflits, surtout dans le nord du Mali, où il y a eu des accords qui ont été signés, mais les femmes n'étaient pas touchées. Mais en 2012, nous avons vu que les femmes ont été touchées par la crise multidimensionnelle. Elles ont été les plus grandes victimes. Elles ont été des femmes violées, des femmes lapidées, des femmes mariées de poste. Elles ont subi toutes sortes de préjudices physiques et moraux pendant cette crise. Elles ont tout perdu. Tout ce qu'elles faisaient comme activité génératrice de revenus, elles ont tout perdu. Elles sont dans la souffrance psychologique et physique, morale et matérielle. Et depuis 2012, nous avons commencé au Mali, ici, à nous battre pour lever la voix, pour donner la voix à la situation qui prévalait au Mali. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans cela, parce que nous avons été sur tous les fronts pour parler de la crise. Quand la CEDEAO a offert son intervention à travers le président du Burkina, nous sommes allés parce que nous avons senti qu'on était un peu marginalisés, malgré tout ce qui s'est passé, sur les femmes et les filles à l'époque, les mariages forcés, les lapidations, toutes sortes de préjudices qu'on ne peut pas souvent expliquer. C'est des douleurs, c'est des souffrances que les femmes ont vécues, surtout dans le Nord. Au centre aussi, vous avez vu depuis quelques années, le conflit s'est transporté au centre et nous avons vu à Ogosango 1, à Ogosango 2, dans toutes les, je ne peux même pas citer partout où on a eu ces conflits, souvent qu'on a associés à des conflits ethniques, et j'ai un point d'interrogation là-dessus, où les femmes, nous avons vu des femmes brûlées vives, nous avons des femmes avec leurs bébés brûlés, nous avons vu des jeunes filles qui étaient en train de se coiffer brûlées.
Nous avons vu des vieillards de plus de 90 ans brûlés, des villages détruits, toute la production détruite, tout le berger détruit, le bétail. C'est quoi ça? C'est des choses qu'on n'avait jamais connues dans notre pays, mais qui arrivent aujourd'hui. Et c'est là où je vais parler un peu d'actrice justement. Et comme je le disais tantôt... Mais si je peux me permettre, avant d'arriver au rôle d'actrice des femmes, par rapport à cette notion de victime, on sait qu'il y a aussi des hommes, c'est-à-dire que quand vous parlez bien sûr. Voilà, de ces conflits-là, nous savons qu'il y a des hommes, il y a des jeunes enfants. Maintenant, les femmes sont peut-être une couche plus vulnérable et plus touchée, notamment par rapport à certaines exactions. Mais ça, c'est d'un point de vue sécuritaire. Mais est-ce que même politiquement, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on a la loi du genre, est-ce que politiquement les femmes ne sont pas aussi quelque part victimes? Est-ce que en plus... Marginalisées même. Bon, en plus, parce que la loi du genre permet quand même de les prendre en considération dans les instances électives, mais est-ce que au niveau des postes, par exemple, nominatifs, cette loi du genre est appliquée? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. On peut passer de femmes victimes à femmes actrices. C'est là où je mets le pont. Je mets le pont actrice, pourquoi? Quand, en 2013, quand il y a eu l'appel de la CEDEAO pour vraiment voir les protagonistes, comment on pouvait se parler entre nous au Burkina Faso, on a senti, il y avait des femmes dans les délégations, c'est vrai, mais la composante féminine en tant que telle n'était pas là-bas. Parce qu'en 2012, quand il y a eu le coup d'État, nous étions le premier groupe à monter à Kati et à dire stop à l'arrêt de l'ordre constitutionnel. On l'a dit aux militaires. Ensuite, nous avons marché, nous avons fait des sit-ins parce qu'on a fait des dénonciations. Nous avons levé la voix partout où on pouvait lever la voix pour dénoncer les situations dans lesquelles se trouvaient les femmes maliennes. Parce que si les femmes du Nord étaient victimes physiquement et moralement, nous, de l'autre côté, du reste du Mali, on comprenait leurs souffrances et on a compati à ces souffrances. C'est pourquoi on a mené beaucoup d'actions ici à Bamako et ailleurs, et beaucoup de plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers, et ensuite auprès des systèmes qui existent tels que la CEDEAO, l'Union africaine, et nous avons porté notre voix jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire la situation réelle que vivaient les femmes dans ce conflit. Et à Ouagadougou, comme je l'ai dit tantôt, nous nous sommes invités. C'est là où on est devenu actrice. On a dit, on ne va pas passer tout notre temps à pleurer ou à pleurnicher ou à dénoncer. Nous allons aussi autour de la table dire ce que nous pensons du pays et aussi de la paix qui était en cours de négociation. Nous avons été à Ouagadougou la première fois, Ouagadougou 1, nous n'avons pas été invités. Nous sommes rentrés dans la salle par infraction. Et nous sommes assises, nous avons dit le président, on nous a refusé de nous donner des chaises, mais quand le président était en cours de route, pour ne pas avoir des femmes debout et des gens assis, ils nous ont donné des chaises à côté, à l'angle, à côté des toilettes. Nous avons dit, quand bien même on nous a traités de la sorte, nous allons être dans la salle et nous allons parler des femmes. Ça a été une première victoire. Et ça, on a osé, c'était de l'audace. Et nous avons demandé la parole. On nous a donné la parole à la fin, évidemment, après tout le monde, mais on a parlé. Et quand nous sommes sortis, la déclaration qui a été acceptée, notre présentation, notre déclaration figurait dans le préambule de cette déclaration de Ouagadougou 1. À Ouagadougou 2, nous étions là aussi. Et là, on a été invités comme actrices participantes. Donc, ça veut dire qu'il a fallu ce combat, il a fallu cette audace pour que nous soyons acceptés à Ouagadougou 2. Ensuite, nous avons continué notre plaidoyer au retour. Nous avons organisé des activités d'appropriation justement de cette déclaration. Et nous avons formé des femmes pour leur demander de sortir du stade de victime à actrice. Parce que personne ne va nous donner ça sur un plateau d'argent. Donc nous avons outillé les femmes dans la formation, en négociation, en médiation, pour leur permettre, et ce n'est pas les femmes de Bamako, nous avons invité les femmes dans toutes les régions du Mali. Certaines ont emprunté des voies très difficiles pour être à Bamako, pour avoir cette formation, qui à l'époque, il n'y avait même pas les avions hautes, elles ont pris vraiment des chemins tortueux pour venir. Et nous avons été soutenus par ONU Femmes, nous avons été soutenus aussi par la MINUSMA pour ces activités de formation et de sensibilisation. Nous avons aussi fait quoi? Nous avons invité des pays amis tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Rwanda, qui sont venus nous donner leur expérience de médiation
Parce que c'est vrai que nous sommes dans un contexte au Mali, mais peut-être d'autres pratiques ailleurs, pratiques positives, pouvaient nous aider, nous aussi, à voir comment on peut utiliser ces pratiques avec nos valeurs traditionnelles, nos valeurs maliennes, comment on pouvait utiliser ces moyens pour parler, pour former les femmes et pour aller faire le plaidoyer. On a fait beaucoup. On a rencontré toutes les ambassades, toutes les institutions qui sont à Bamako, comme je l'ai dit tantôt, pour dire que oui, nous allons chasser nos larmes et nous allons demander notre place. Et ça a été difficile, c'est vrai, mais on l'a eu. Quand il s'est agi d'Alger, là aussi, on s'est retrouvé dans un séminaire pour nous approprier de la feuille de route qui a été mise en place par le gouvernement pour ouvrir les négociations avec les groupes armés. Et là aussi, c'était très dur pour nous d'avoir des places dans ces négociations. Parce que le premier round qui a mis en face à face le gouvernement et les groupes armés, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des femmes, une femme qui venait de l'administration et une femme qui était dans les groupes armés. La délégation malienne même n'avait pas intégré une femme, par exemple, de la société civile ou bien une femme d'un parti politique. Donc ils sont partis. Au deuxième tour, nous avons persisté et c'est là où on a créé la plateforme des femmes leaders du Mali. Pour dire que si nous ne nous créons pas un espace où on est ensemble pour prouver à l'opinion que nous sommes ensemble, nous femmes, autour de ces questions, on n'allait pas pouvoir nous écouter. Nous avons eu la chance de rencontrer à l'époque le ministre de la Réconciliation qui nous a formés, qui nous a demandé un financement de formation avec la Suisse pour renforcer notre capacité dans les négociations et dans la médiation. On avait fait beaucoup de formations. Et là aussi, on a eu la chance d'envoyer 4 femmes à Ouaga, à Alger, pour travailler sur la feuille de route justement du gouvernement et inciter les hommes à accepter de se mettre autour de la table. Il y a eu des moments difficiles, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, mais hier, aujourd'hui, on le dit. Parce que notre voix n'a pas été beaucoup audible dans ce que nous faisions, parce qu'il n'y a pas eu de publicité là-dessus, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Donc, on faisait en quelque sorte un travail sous-marin. Un travail sous-marin pour arriver à notre fin. Et c'est ce qui nous a conduit après à Alger à aller parler avec les groupes armés. On a pris 4 femmes, 4 places qui ont pu marquer leur passage dans ces négociations et qui ont incité les hommes, surtout les groupes armés, à accepter, à revenir autour de la table quand les négociations étaient bloquées. Nous l'avons dit à qui de droit et la personne nous a dit qu'elle n'a jamais entendu que les femmes avaient joué un rôle. Nous avons dit effectivement nous allons jouer ce rôle et au retour nous avons fait une restitution aux femmes. Parce qu'on s'est donné quand même de bonnes pratiques. Chaque fois qu'on va à une mission ou encore on met des activités, on restitue. Et quand l'accord de paix était venu à mi-chemin, on nous a donné le premier draft, mi-parcours, le premier draft. Nous avons organisé un atelier avec 50 femmes du Mali, venues de toutes les régions aussi, à l'hôtel Kempeski. Et là, on a eu un chapeau à la fin des travaux. La MINUSMA nous a dit c'est le meilleur groupe avec lequel on a travaillé et qui est venu avec des propositions concrètes. Excusez-moi, Madame Doumbia. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est une battante pour la cause féminine. Et on sent dans vos propos, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Mais au-delà, c'est-à-dire vraiment au-delà de l'impact ou de la participation des femmes pour la résolution des crises sécuritaires et ou politiques, on a aussi des prises en compte qui doivent se faire et sur le plan de la gouvernance et sur le plan social. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au Mali, on est dans une société où tout le monde reconnaît le rôle de la femme. Et ça, ce n'est pas qu'au Mali. Parce que pour qu'un homme existe, il faut qu'il y ait une femme forcément à l'origine. Mais au-delà de ces constats-là, on est aussi quand même dans des sociétés qui sont conservatrices et où, quoi qu'on dise, il y a un plafond de verre, il y en a même qui parlent de falaise de verre, qui est difficile à percer par la jambe féminine, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, pour venir sur le plan politique, je pense qu'on pourra voir, sur le plan de la gouvernance, voilà, on pourra voir au niveau des différents instruments, les lois nationales et internationales
des protections, de ceux qui favorisent l'émergence et l'émancipation des femmes. Mais au-delà de ces lois-là, c'est aussi voir dans la pratique, et dans le cas par exemple spécifique du Mali, quels sont peut-être les points de blocage et quelles peuvent être des solutions ou des pistes d'amélioration et de meilleure prise en compte. Puisque la question du genre, la question de la femme, elle est souvent transversale en plusieurs endroits. Nous prenons ce texte, nous allons accompagner, parce que l'accord de paix est venu justement pour faire taire les armes. Parce que dès lors qu'on a eu accord, il était dit qu'il faut taire les armes et aller dans la mise en œuvre de l'accord. Ça, c'est un autre problème. Mais on s'est dit quand même, puisqu'il s'agit de refondation du Mali, puisqu'il s'agit vraiment d'une nouvelle ère pour le Mali, il faudrait que nous soyons dedans. Donc nous avons fait tout le Mali, toutes les régions du Mali, pour aller présenter justement l'accord et la déclaration que nous avions faite ici à Bamako avec 500 femmes venues de toutes les régions du Mali avec le soutien ce jour-là de J'ai envie de dire, pourquoi pas une déclaration des femmes pour la paix au Mali par exemple? On l'a fait et on l'a remis, c'est une copie que je n'ai pas ici malheureusement. On a fait une déclaration que nous avons remise au président de la République du Mali, au chef du gouvernement, à tous les ministres, à tous les partenaires techniques et financiers résidant ici au Mali. Et nous sommes sortis avec ce document pour déposer des copies à l'ONU, des copies à l'Union africaine et envoyer des copies à la CEDEAO. Ça veut dire que nous avons fait beaucoup d'activisme autour de ces préoccupations des femmes. Mais qu'est-ce qu'il y avait en plus, par exemple, dans cette déclaration-là, qui n'est pas prise en compte? La première des choses, c'est qu'on n'a pas été pris en compte dans les mécanismes de la mise en œuvre de l'accord. Le CSA est là. Il n'y avait qu'une seule femme qui venait des groupes armés. Il n'y avait pas de femme, autre femme. Même dans les négociations, même les négociateurs, il n'y avait pas de femmes dans les négociateurs. Et vous savez que c'est un problème d'esprit. C'est un problème de comportement aussi. Quand on est là, on dit de belles choses devant nous. Mais quand on n'est pas là, on nous oublie. On nous oublie carrément. Et c'est ce qui est arrivé pendant qu'on signait l'accord. Mais nous avons accompagné. C'est nous qui avons marché à Bamako pour inviter les groupes armés à accepter. On s'est dit, si les armes vont se taire, nous femmes, nous allons avoir la paix. Parce que nous sommes mères, nous sommes épouses, nous sommes filles, nous sommes citoyennes à part entière. Donc des sœurs aussi. Et quand il y a souffrance, c'est nous qui perdons nos maris. C'est nous qui perdons nos enfants. C'est nos enfants qui sont des enfants soldats. C'est nous qui resterons seuls avec nos enfants si le mari s'en va. C'est nous qui allons être confrontés à des situations économiques difficiles pour prendre en charge les enfants qui restent. Et vous savez, une femme seule avec des enfants, qu'est-ce que ça fait? Donc, nous avons dit, c'est nous qui prenons souvent les conséquences. Parce que plus nous sommes dans plusieurs maillons de la société et il est difficile aujourd'hui qu'on accepte des conflits. C'est pourquoi nous avons dit, au moment où ils décident, il faut qu'on soit là. Et quand l'accord a été signé, paraphé, et on s'est approprié, on a dit aux femmes, quand nous avons été dans la région, on a eu beaucoup de coups sur nous, pourquoi on ne se retrouve pas ci, par là, on a dit non. Maintenant, il faut se battre. C'est là où il faut être sorti de la situation de victime pour aller à la situation d'actrice. Essayer d'influer toutes les prises de décision qui vont avoir lieu ici dans vos localités. Parce qu'on a fait venir même les femmes des cercles dans les régions pour leur donner ces informations. On a outillé à peu près plus de 9000 femmes à travers le pays par cet accord de la paix. Et nous avons mené beaucoup d'actions aussi pour voir comment on pouvait impliquer les femmes dans les différents processus qui étaient en cours. Ça a été très difficile. Je vous dis, c'est très, très difficile. Là où on a un peu de satisfaction, c'est un peu, je vous dis, de satisfaction, c'est dans la CVJR. Et même là, il y a des choses, oui, le comité de vérité, justice et réconciliation. Là, même là, il y a encore des arêtes qui sont dans nos gorges par rapport à la prise en compte effective même des préoccupations des femmes. Sinon, au CSA, on n'est pas là. C'est seulement, il y a quelques mois, on a organisé ici un forum des femmes du Mali pour voir comment on va s'intégrer dans tous les processus, que ce soit l'accord, que ce soit toutes les instances de prise de décision, il faut que nous soyons là. Et nous avons fait avec 200 femmes.
avec le soutien aussi des Nations Unies et le gouvernement du Mali qui nous a accompagnés. Cette feuille de route est sur la table du gouvernement et sur la table du parti. Nous avons mis en place un comité consultatif composé de représentants des partenaires techniques et financiers et du gouvernement et de la société civile. Nous sommes à peu près une dizaine de personnes autour de ce comité consultatif pour mettre en œuvre ces engagements. Parce que c'est le gouvernement qui a pris des engagements, c'est les Nations Unies qui ont pris des engagements, c'est tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, qui ont pris des engagements pour dire que voilà, ils ont leur rôle, le gouvernement a son rôle, nous aussi nous avons notre rôle. Et nous allons mettre en place rapidement un observatoire des droits de la femme qui va justement faire le monitoring de la mise en œuvre, justement, de l'implication des femmes dans la mise en œuvre sur tout le territoire malien. Ce n'est pas seulement à Bamako, ce sera tout. L'observatoire va se mettre en place très bientôt. On a déjà fini avec le document de base. On est en train de chercher un local pour implanter cet observatoire et recruter du personnel pour faire ce travail. Et tout le monde pourra visiter cet observatoire pour voir comment on est en train de mettre en œuvre. Et je pense, comme c'est un engagement, il faut respecter les engagements. Le Mali a signé tellement de protocoles, tellement d'instruments juridiques, mais le Mali reste toujours à la rade dans l'application de cela. Et j'en viens maintenant, puisque vous avez parlé de certains instruments juridiques. Voilà, les lois. Il y a d'abord si vous pouvez apporter une petite précision. Comme malheureusement, l'émission est un peu courte, il nous reste à peu près 5 minutes. Oh. Ah oui, ça va très vite. Oui. Sur les lois, c'est-à-dire vraiment les principales, et nationales et internationales, sans forcément même le contenu. Les téléspectateurs pourront peut-être voir les détails par la suite. Mais sur ces lois-là, notamment la loi du genre particulièrement, il serait bon qu'on puisse savoir si effectivement cette loi, son application se limite uniquement au poste électif. Parce qu'on a vu, quoi qu'on dise, qu'au niveau des élections législatives passées, les femmes ont été prises en compte et cette loi a été appliquée pleine et entièrement. Est-ce que sur les postes nominatifs, c'est aussi prévu? Et si ce n'est pas prévu, comment faire peut-être pour que cela soit, pour que justement dans ces différentes instances-là, quelles qu'elles soient, on soit un peu obligé de composer avec les femmes, parce que tous ces combats que vous faites, à la finale, c'est pour aboutir aussi à ce type de résultat, à mon entendement. Oui, c'est un problème de droit. Comme je le disais tantôt, le Mali a ratifié beaucoup d'instruments, a adhéré beaucoup d'instruments. Si je prends la DUDH, le Mali est dedans. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui parle de femmes, paix et sécurité, et dans lequel on parle de la prévention, de la participation, et encore de relèvement et de secours. Donc, ce sont ces instruments-là. Le Mali a fait un premier plan d'action, un deuxième plan d'action, un troisième plan d'action qui est en cours, qui n'a pas été, comment dirais-je, jusqu'à présent signé par le gouvernement. C'est-à-dire, on va de réunion à réunion, d'engagement à engagement dans les grands discours. En réalité, rien n'est derrière. Donc, c'est les femmes qui doivent se battre. C'est pourquoi on est en train de faire des sessions d'appropriation. Même Marie, je suis dans une formation d'appropriation de la 1325 pour que les gens sachent que c'est des droits. Le Mali a ratifié sous là. Il y a le protocole de Maputo. Le Mali est là. L'article 10 part de femmes et paix. Vous avez aussi la politique nationale genre qui est là, où le Mali s'est engagé au niveau de certains axes prioritaires, parmi lesquels les questions de paix, de sécurité et de développement, et la loi sur le genre. Mais est-ce que la loi sur le genre 052 prend en compte les postes nominatifs? Oui, il y a les postes nominatifs. Et pourquoi ce n'est pas appliqué? Oui, là où il y a problème, la loi parle effectivement des postes nominatifs, des postes dans l'administration, mais le problème qui se pose, c'est des problèmes de capacité. Il ne faut pas aller aussi femme pour femme. Non, ça c'est évident. Mais on est sûr qu'il y a beaucoup de femmes compétentes. Malheureusement, n'ont pas d'éducation assez poussée. C'est un des problèmes. Si on doit nommer des ambassadeurs aujourd'hui, si on demande qu'en nommant 10 ambassadeurs, il faut 3 femmes, non, attends, plus que 3 femmes, comment aujourd'hui on peut résoudre ce problème si cette masse n'existe pas, si ces capacités, ces compétences n'existent pas? La deuxième chose qui se pose, aujourd'hui, il n'y a pas de banque de données. C'est une des failles de ce ministère de la promotion de la femme. Il fallait créer justement, malgré qu'il y a le syndic, les chiffres ne sont pas actualisés. Parce qu'on a eu un message qui a été un défi pour nous par un ministre qui nous disait dans une réunion, j'ai été au ministère, je voulais nommer des cadres dans tel poste, je n'ai pas trouvé les ressources.
alors qu'il y a des ressources. Ces chiffres qu'ils donnent ne sont pas actualisés. Ou en tout cas, il n'y a pas suffisamment d'enquêtes approfondies pour faire sortir ou mettre sur des sites des femmes qui ont ces profils-là. Et ça, nous, le combat que nous faisons, nous voulons femmes, mais pas femmes pour femmes. Nous voulons des femmes qui peuvent aujourd'hui nous donner la fierté. Quand on les met à des postes, il faut qu'elles soient capables de travailler dans ces postes. Il faut qu'elles donnent l'image positive de la femme malienne. Donc on ne se bat pas pour femme, mais on se bat pour les femmes, surtout sur ces questions de nomination. Mais les nominations, ce n'est pas seulement l'administration, comme je l'ai dit au plan administratif. Il y a des réunions qui se font, vous ne voyez peut-être pas 2 femmes. C'est peut-être des instances. Ah, surtout des instances de décision. Le CSA, c'est quoi? Quand le conflit se passait là, les hommes sont morts, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui sont mortes, flagellées et humiliées. Tanti, malheureusement, l'émission arrive déjà. Oui, je sais, mais je pense que le débat est passionnant. On pourra peut-être même faire peut-être une deuxième partie où je vais détailler les instruments là, oui, les détails des instruments légaux. Voilà. Et il faudrait peut-être voir par rapport, par exemple, aux formes de discrimination, parce qu'on sait parmi les résolutions que la résolution 3480 justement du 18 décembre 79 qui est rentrée en vigueur en 81 prend en compte les femmes dans toutes leurs dimensions et interdit toute discrimination et de toute forme. Et c'est des textes qui ont été ratifiés. Et les violences, tout ça. Exactement, et qui sont des textes qui sont normalement au-dessus des lois nationales. Donc maintenant, le problème qui se pose comme dans beaucoup de domaines, c'est peut-être effectivement l'effectivité de ces lois-là et leur application, encore une fois, pleine et entière. Donc c'est peut-être aller sur des pistes pour savoir comment faire pour qu'aujourd'hui, ces différentes choses, non seulement soient mieux prises en compte, mais soient appliquées. Et peut-être le point sur lequel j'ai un peu de réserve, moi je pense qu'on a beaucoup de femmes compétentes à votre instar, parce que ce que vous dites, peu d'hommes ont pu le faire. Le CV, on a été obligé vraiment d'aller uniquement à l'essentiel, mais à beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas pu dire. Donc les femmes compétentes, je suis sûr qu'il y en a énormément. Maintenant, il faut peut-être effectivement aller vers la création d'une base de données, mais au-delà de ça, il faut trouver aussi au niveau des femmes, mais pas seulement, peut-être vous faire accompagner et par les jeunes et par les autres, parce que la loi genre, pour rappel, ça prend en compte aussi les jeunes et aussi les handicapés, pousser ensemble pour qu'il y ait une prise effective en compte de ces différentes choses. Donc maintenant, si jamais, pour la conclusion, si vous pouviez peut-être nous donner une maxime, une citation qui vous marque ou qui vous a marqué, et puis un vœu que vous pouvez faire pour le Mali et pour les Maliens. Oui, vous savez, on vient une fois de plus, avec ces événements du 18, de tourner une autre page de l'histoire du Mali. Avec tout ce qu'on peut dire là-dessus, il faut une refondation du Mali. Nous avons besoin de refonder le Mali. Il y a beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés. Je ne vais pas les citer ici. Les Maliens savent ce que nous avons comme problème. Ce n'est pas pour rien que des milliers et des milliers de personnes ici à Bamako et dans les régions, dans la diaspora se sont mobilisées. C'est parce qu'il y a eu quand même un ras-le-bol. Il y a la goutte d'eau, c'est vrai, qui est venue avec les élections, mais il y avait toute une vase remplie d'eau qui avait besoin d'être versée. Ce que je demande aujourd'hui aux Maliens, c'est de faire fi de nos différences, c'est de faire fi de ce qui nous a opposés et de mettre le Mali au-dessous de tout. Ce pays-là nous appartient à tous. Et ce pays-là, on n'a pas de rechange. Il faut que nous nous mettons à la tâche. Il faut que nous travaillions à ce que notre pays soit un pays émergent. On est fatigué. On est fatigué. Tout le monde est fatigué. Tous les maillons, tous les segments de la société sont fatigués. Chaque groupe a ses défis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion rare que nous allons avoir de trouver une situation dans laquelle où tout le monde doit s'y mettre pour revitaliser, pour élever le Mali au niveau de nos espoirs, au niveau de notre rêve. La deuxième chose que je voulais dire, c'est je parle à la jeunesse. La jeunesse a une grande part de responsabilité en se départant
de certains fléaux, le fainéantisme, le gain immédiat, comment je dirais, la drogue, tous ces effets néfastes dont les jeunes sont plongés. Il faut qu'ils prennent conscience et se dire que nous avons fait notre temps. C'est à eux aussi de se préparer. Nous allons faire tout pour qu'ils aient une vie meilleure. Mais c'est à eux aussi de prendre jouer leur partition, prendre leur dessin à main. Le troisième message que je veux lancer, je le lance à la CEDEAO. Je le lance à toutes les institutions internationales. Le Mali a souffert. Les Maliens ont souffert. Le Mali n'est pas en position normale. Le Mali n'est pas dans la normalité. Depuis 2012, le conflit est là, presque sur tout le territoire aujourd'hui. Quelle est la zone qui n'est pas rouge? Jusqu'à Bamako, les crimes qui se commettent par jour sur des paisibles populations. Depuis 2012, nous sommes en crise, en conflit. Nous avons eu de l'aide, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les besoins sont immenses. Parce qu'on s'est focalisé sur comment outiller l'armée, comment aider, accompagner l'armée pour jouer son rôle, sa partition dans la défense de la patrie. Tout est à genoux dans ce pays. Et si vous voulez nous mettre, si la CEDEAO et les institutions internationales veulent nous mettre à genoux, c'est pour tuer les Maliennes et leurs enfants. Parce que dans ce conflit-là, les femmes et les enfants souffrent le plus. Tout le monde souffre, mais les enfants vont en pâtir. Les femmes vont en pâtir. C'est elles qui sont piliers de la société malienne. En les privant de soins, avec le Covid-19, dont tout le monde se bat aujourd'hui, contre lequel tout le monde se bat aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut mettre les femmes et les enfants dans le mouroir. C'est elles qui vont souffrir avec leurs enfants. Je demande à la communauté internationale de la solidarité en ce moment difficile de l'histoire du Mali. Je demande aux chefs d'État qui sont en train de décider aujourd'hui, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, parce qu'ils ont dit, ils ont envoyé des troupes ici pour protéger le Mali. C'est en ce moment qu'ils vont fermer les frontières. C'est des crimes contre l'humanité. Je le qualifie de crime contre l'humanité si on impose ces mesures aux populations maliennes. Parce que ce n'est pas l'État. L'État n'existe pas. L'État est à genoux. Vous mettez un État à genoux, comment dirais-je, dans l'embargo, c'est pour enterrer ces populations. Et c'est un cri de cœur que je lance en tant que femme. CEDEAO, vous allez commettre un crime au Mali en imposant un embargo à ce pays où les femmes et les enfants ont soif et faim, où les enfants se battent quotidiennement pour une vie normale. Tanti, maintenant, si on peut avoir peut-être une maxime, on a dépassé le temps, mais Oui. Comme c'est quand même, les choses que vous dites sont quand même assez importantes et pertinentes, juste nous donner une citation et puis on va peut-être conclure sur ça. Je dis, il n'y a pas de développement sans paix. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Chers téléspectateurs d'Africa Hub Télévision, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure et donc sur la même chaîne. Merci beaucoup.